qui méritent d'être prises en compte dans le cadre de l'appréciation de cette question. Monsieur le Président, le confrère a rappelé ici que c'est le 8 février 2010 que le procureur général près la Cour d'appel de Conakry a désigné 3 juges d'instruction pour instruire cette affaire. Et 5 ans plus tard, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine avait fait un réquisitoire supplétif incluant la qualification réclamée aujourd'hui par le ministère public. Mais vous allez convenir avec la défense du capitaine Moussa Dadis Camara que de l'instance jusqu'à la Cour suprême, les magistrats instructeurs ont scrupuleusement observé le principe de l'égalité des délits et des peines. Monsieur le Président, nous allons tout à l'heure vous rappeler certains passages des décisions qui ont été rendues pour dire que nous sommes collés au dossier et ce que nous disons n'est pas une invention. Le président Moussa Dadis Camara et ses co-accusés ont déjà été définitivement jugés des chefs de qualification revendiqués par le ministère public. Et pour accorder de l'intérêt à la question de la requalification, à ce stade de la procédure, il conviendra pour le tribunal de répondre à 3 autres questions inspirées par la posture du parquet. La première question, Monsieur le Président, in abstracto, on va se demander, tout est-il permis à n'importe quel stade de la procédure lorsqu'il s'agit de certains accusés? Évidemment que la réponse à cette question naturellement négative conduit au rejet de la demande de requalification. Est-ce que c'est parce qu'il s'agit du capitaine Moussa Dadis Camara qu'on veut à tout prix plonger dans cette affaire, même si on n'a rien contre lui, qu'on doit réinventer le droit? On doit complètement piétiner les cours de droit que nous avons reçus à l'université? Est-ce que c'est à cause du capitaine Moussa Dadis Camara que la Guinée va créer son propre droit pénal qui fonctionne au mépris des règles universelles autant pour moi qui s'appliquent en la matière? Le tribunal répondra à cette question, nous espérons, de la manière la plus objective. La deuxième question, in concreto, certains accusés ont-ils moins de droits que d'autres? Bien sûr que la réponse négative, fondée sur le principe essentiel de l'égalité et au surplus du procès équitable, détermine le rejet de la demande en application des dispositions de l'article préliminaire du Code de procédure pénale. La troisième et dernière question, Monsieur le Président, que vous allez pencher dans le secret de votre délibération, l'ampleur des faits jugés permet-elle la déconstruction des principes de droit suivant les profils des accusés? La réponse à cette question également, nous l'espérons, est négative. En conséquence, les affaires déjà jugées, y compris par la Cour suprême, ne sauraient être débattues à nouveau par devant votre juridiction. En tout état de cause, Monsieur le Président, honorables assesseurs, il est en l'état trop prétentieux, scandaleux, de demander à une juridiction d'instance, le tribunal criminel, de contredire la plus haute instance judiciaire du pays face à une question de droit définitivement réglée. C'est comme si, dans ce dossier, le ministère public est en train de renverser la pyramide.
il est en train de vous dire que vous êtes au-dessus de la Cour suprême et que la décision de la Cour suprême ne saurait en aucune manière guider vos démarches. C'est incongru, c'est incohérent. Si nous nous inscrivons dans cette dynamique, nous ne serions pas là pour juger ces accusés se trouvant dans ce box. Parce que c'est cet arrêt qui a définitivement clos le volet instruction en prélude à votre saisine. On ne peut pas aujourd'hui venir par devant vous, piétiner une partie de cet arrêt et s'en prévaloir d'une autre partie. Ce n'est pas possible. Cette démarche ne peut en aucune manière prospérer. Monsieur le Président, honorable assesseur, sur le dernier point, puisque le premier point, mon confrère a conclu en sollicitant, bien entendu, l'irrecevabilité de ces réquisitions pour se juger. Le second point est tiré du rejet des dites réquisitions en application du principe de l'égalité des délits et des crimes. Et ça, nous le précisons, c'est de manière subsidiaire. C'est si par extraordinaire, dans le secret de votre délibération, dans l'appréciation souveraine, saine et objective de cette affaire, vous estimez que ces réquisitions ne sauraient être déclarées irrecevables, nous vous prions, Monsieur le Président, de les rejeter au fond parce que mal fondées en application des dispositions que nous allons citer tout à l'heure. Le principe de la légalité des délits et des peines, aussi appelé principe de légalité criminelle, je n'ai pas besoin de vous l'enseigner, Monsieur le Président, vous le maîtrisez, que quiconque ici dans cette salle est un principe fondamental en droit pénal. C'est même un droit fondamental, puisqu'il est inscrit dans tous les instruments juridiques internationaux des droits de l'homme. Toutes les constitutions que la Guinée a connues, de l'indépendance jusqu'à nos jours, ont, n'est-ce pas, marqué le principe de l'égalité des délits et des peines. Ce principe, Monsieur le Président, est consacré dans notre droit positif à l'article 5 du Code pénal guinéen qui fait l'objet de la loi L/2016/059 du 26 octobre 2016. Ce principe dispose comme suit. Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi. La Guinée, quoiqu'ayant ratifié le statut de Rome bien avant les événements du 28 septembre 2009, n'avait pas encore internalisé les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Ce n'est que 7 ans plus tard que ces incriminations ont été internalisées, intégrées dans le Code pénal guinéen. De l'autre côté, certains vont se dire, à partir du moment où la Guinée a signé, ratifié, approuvé, publié au journal officiel le statut de Rome, le juge guinéen pouvait directement appliquer le statut de Rome. Mais si c'est exact que le juge guinéen pouvait directement appliquer le statut de Rome, pourquoi avons-nous eu besoin d'intégrer les incriminations qui sont contenues dans ce statut 7 ans plus tard? Mais on n'aurait plus besoin de les intégrer dans notre droit positif si ces dispositions étaient d'application directe. Monsieur le Président, le confrère a rappelé un exemple pour faire le comparatif dans le cadre du droit public international sur le droit OHADA. Nous savons tous qu'en 2014, il y a eu ce qu'on appelle l'acte uniforme sur le droit de société commerciale et groupement d'intérêt économique qui a été adopté. Cet acte uniforme avait prévu des incriminations. Mais ces incriminations n'ont jamais été mises en œuvre avant 2016. Ce n'est
qu'après l'adoption du Code pénal de 2016, que ces incriminations ont été intégrées dans le Code pénal guinéen avec des peines. N'oublions pas, quand on parle de l'égalité des délits et des peines, on ne se limite pas seulement que de la définition de l'infraction. On ne peut appliquer une infraction, sanctionner une infraction que quand il y a une peine qui est aménagée. La définition de l'infraction ne suffit pas pour parler de l'égalité des délits et des peines. Il faut que la définition soit suivie d'une sanction aménagée. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est pourquoi le juge guinéen en a décidé ainsi. Avant de revenir, Monsieur le Président, sur des termes employés par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel et la Cour suprême, quand les deux juridictions ont raisonné dans le sens de la confirmation de l'ordonnance rendue pour l'instruction, vous permettrez, Monsieur le Président, de revenir sur les articles 6 et 7 du Code pénal. Que dispose l'article 6 du Code pénal? Sont seuls punissables les faits constituent d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Ça, c'est le texte qui sert de base pour le parquet de solliciter la requalification qui parle ainsi. Sont seuls punissables les faits constituent d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Ne peuvent être prononcées que les peines légalement applicables à la date de la décision. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas l'objet d'une condamnation passée en force de la chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Ici, Monsieur le Président, l'exception aménagée à l'article 7 ne peut connaître, si c'est autant pour moi, ne peut connaître son application dans cette affaire. On n'est pas en train de parler d'une incrimination qui était prévue dans l'ancien Code pénal et qui aurait été reconduite dans le nouveau Code pénal. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la même chose. Pas du tout. Et mieux, dans cette affaire, il y a chose jugée. Ce que mentionne l'article 6 du Code pénal. Enfin, l'article 7 du même code précise ceci. Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. Vous allez voir si les faits poursuivis entrent dans ce cadre. Les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'est pas rendu en première instance, il ne s'agit pas du cas, ce n'est pas le cas. Les lois fixant les modalités et les formes de la poursuite, ce n'est pas le cas. Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, ce n'est pas le cas. Toutefois, lorsque les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines comportent des mesures plus sévères, elles ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour les faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur. Ce n'est pas aussi le cas. Que veut le parquet? Que cherche le parquet? Quel enseignement que ce parquet veut donner à ces jeunes étudiants qui viennent s'inspirer de ce qui se passe dans ce prétoire? Qu'est-ce que le parquet veut donner comme exemple dans l'histoire du droit pénal? Monsieur le Président, la requalification sollicitée par le parquet porte sur les incriminations qui n'étaient pas punies, en tout cas dans le droit positif à l'époque des faits. Et Monsieur le Président, je vais vous rappeler, vous verrez à la page 12 de l'arrêt numéro 23
du 18 mai 2018 de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction. Ce n'est pas Maître Pépé Antoine Lama qui parle. Ce n'est pas la défense du capitaine Moussa Dadis qui parle. Ce n'est pas le capitaine Moussa Dadis qui parle. C'est le dossier qui vous parle. C'est l'arrêt de la cour d'appel qui vous parle. Cet arrêt dit ceci. La requalification des faits par le juge pénal est une conséquence du principe de légalité tel qu'il est notamment défini aux articles 3 à 8 du Code pénal, en vertu desquels un comportement ne peut être puni que s'il entre dans le champ d'application d'une incrimination avec la conséquence qu'il faut que les faits poursuivis correspondent à l'élément légal. Ça, c'est un élément du dossier. Nous sommes dans le dossier. Nous n'inventons pas. Nous ne falsifions pas. Nous ne modifions pas non plus les déclarations. Nous sommes dans le dossier. Et ce que j'ai dit est vérifiable. Le même raisonnement est repris par l'arrêt numéro 6 du 25 janvier 2019, à la page 14, pour ceux qui ne veulent pas lire le dossier. Considérant que les crimes commis au stade ont été sous l'empire de la loi L 98/036 et 037 du 31 décembre 1998, toutes portant code pénal et code de procédure pénale, mais considérant que les demandeurs, quant à eux, reprochent à l'arrêt attaqué la violation de la loi L/2016/059 du 26 octobre 2016 portant code pénal en ses articles 194 et 195, qu'au moment des faits, la dite loi n'existait pas dans la législation guinéenne, d'où il sut que le moyen sera rejeté dans la première branche. Le même débat a été transporté par les partis civils en appel jusqu'à la Cour suprême. Avec les mêmes arguments, la Cour suprême a tranché en ces termes. Conséquemment, il s'agit là des décisions rendues, Monsieur le Président, honorable assesseur, par les juridictions, y compris celles chargées d'assurer l'unité jurisprudentielle dans l'interprétation de la loi. Nous avons tous fait ici 4 ans à 5 ans, voire plus, dans une faculté de droit. Il a toujours été enseigné, et ce n'est inconnu de personne, que la Cour suprême est la plus haute instance judiciaire du pays et qu'elle a pour mission, entre autres, d'assurer l'unicité de l'interprétation de la loi. Dans l'enseignement de la jurisprudence, dans les facultés, et même au prétoire, on s'est toujours fondé ou apaisanti en bonne partie sur les arrêts de la Cour de cassation française. Et je pense que ce bel exemple doit également guider le comportement du parquet. Monsieur le Président, honorables assesseurs, la pertinence ou l'impertinence en l'état de cette procédure de la question de la requalification dépend de la position du tribunal sur la question de savoir si les arrêts de la Cour d'appel et au surplus de la Cour suprême ont vocation à produire les effets juridiques auxquels même ce tribunal ne doit se soumettre. Si le tribunal considère que ces arrêts rendus par la Cour d'appel et la Cour suprême ne lui sont pas opposables sur des questions qu'elles ont déjà comme dignes d'intérêt en l'État, seulement, Monsieur le Président, honorables assesseurs, dans cette hypothèse, encore faudra-t-il
au tribunal de trouver les fondements juridiques d'une telle posture, ce qui est loin d'être le cas. Mais si inversement, le tribunal considère à raison, puisque cela est conforme au droit, qu'il a pour mission de dire que les arrêts de la Cour suprême produisent les effets que les tribunaux ne sauraient ignorer dans leurs activités judiciaires, la question de la requalification, déjà réglée, quoique étrangement soulevée par le ministère public, deviendra sans objet à cette étape de la procédure, au vu des différents arrêts que nous venons de citer. Par ailleurs, Monsieur le Président, le principe de la légalité des délits et des peines est aussi reconnu à l'article 12 de la Charte de la transition. Quelques mois après le 5 septembre 2021, on a entendu un officier supérieur de la gendarmerie dire « Quand on veut, on applique la loi. Quand on veut, on ne l'applique pas. Nous sommes dans une période d'exception. » Est-ce que cette phrase qui a inspiré le parquet en disant qu'étant donné que nous sommes en transition, c'est quand le parquet veut, il va appliquer la loi, c'est quand il ne veut pas, il décide autrement. Ce n'est pas un tribunal de transition qui est là. Ce n'est pas un tribunal qui s'inspire des règles du désordre. C'est un tribunal qui marche sous la loi. Monsieur le Président, l'article 12 de la Charte de la transition est très clair. Nul ne peut être arrêté, inculpé, ni détenu que dans les cas prévus par la loi promulguée antérieurement à la commission de l'infraction qu'elle réprime. Les arrestations et les détentions arbitraires sont interdites par la loi. Monsieur le Président, au centre de la question de requalification abusive en l'état de la procédure, qui paraît banale aux yeux du ministère public, se trouve un principe essentiel de l'administration de la justice. C'est la question de la sécurité juridique. La question de la sécurité juridique. Le parquet est en train de vous tendre un piège. Si vous succombez à ces pièges, je vous assure, la Cour de justice de la CEDEAO n'hésitera pas à rappeler à la légalité. La Cour de justice de la CEDEAO. Monsieur le Président, honorables assesseurs, cette question de sécurité juridique est d'une importance telle qu'elle est consacrée à l'article 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui exige la prévisibilité de la loi dans son application de façon à remplir le critère de légalité sans lequel l'accusé est exposé à l'arbitraire. Il résulte de ces considérations que le tribunal a le choix. Le tribunal a le choix entre sauvegarder dans l'exercice de sa fonction judiciaire un principe essentiel du droit, la sécurité juridique, ou promouvoir par l'effet de l'acceptation des demandes abusives de requalification. L'arbitraire. Un tribunal qui néglige les impératifs de sécurité juridique conduit à l'arbitraire. Or, alors que la sécurité juridique est une des finalités essentielles que tout tribunal ne saurait ignorer, nul tribunal ne revendiquerait la promotion de l'arbitraire comme finalité légitime. Je suis sûr et certain que votre tribunal ne prônera pas l'arbitraire, que votre décision ne sera pas citée en exemple
dans l'enseignement du cours de droit pénal, dans les séminaires de formation, dans les amphithéâtres, dans les colloques, comme le modèle de l'arbitraire. Bien au contraire, votre décision, nous l'espérons, pourrait inspirer d'autres au-delà de nos frontières. Le tribunal que vous présidez, Monsieur le Président, avec vos vaillants assesseurs, doit recadrer le ministère public dans ses excès. Il résulte clairement de ces considérations légales, Monsieur le Président, que les réquisitions du ministère public ne sont pas fondées et qu'il convient de le débouter. Monsieur le Président, au-delà, au regard de tout ce que je viens de dire, vous allez, dans le secret de vos délibérations, décider ce qui suit. À titre principal, constatez que les qualifications liées, des questions liées à la qualification des faits poursuivis en crime contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale contenues dans les dispositions des articles 194, 195, 196, 197, 198, 199 du Code pénal, 7, 25, 28, 29 et 30 du Statut de Rome sur la Cour pénale internationale de 1998 ont été définitivement jugés par l'arrêt numéro 06 du 25 juin 2019 de la Cour suprême de Guinée. En conséquence, nous vous demandons de déclarer irrecevables les réquisitions aux fins de réqualification du 1er mars 2024 présentées à l'audience du 4 mars 2024. Subsidiairement, constatez que la loi L/2016/059 du 26 octobre 2016 est postérieure aux faits poursuivis. Constatez que le ministère public n'a jamais exercé de recours contre l'ordonnance de règlement. Dire et juger que les crimes contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale visées par le ministère public n'étaient pas intégrés dans l'arsenal répressif du droit positif guinéen à l'époque des faits. Par conséquent, rejeter comme mal fondées les réquisitions aux fins de réqualification du ministère public, ordonner la continuation des débats. Monsieur le Président, pour terminer, je vais ajouter ceci. Vous le savez que tout le monde ici, que la Guinée focalise l'attention de toute l'humanité dans le jugement de cette affaire. En focalisant l'attention de tout le monde, vous faites aussi l'objet du regard critique de la communauté scientifique internationale. La qualité des décisions qui seront rendues ici seront jugées à l'international. Et à travers vos jugements, c'est tout le peuple de Guinée qui sera jugé. À travers les décisions qui seront prononcées, c'est l'université guinéenne qui sera jugée. Si une mauvaise décision est rendue ici, si le coup est tordu au droit, si la loi est appliquée parce qu'il s'agit du capitaine Moussa Dadis Camara d'une manière aussi abusive, c'est toute l'humanité aussi qui va nous juger. Pour moi, les décisions qui seront rendues ici, que ça plaise au ministère public ou pas, que ça plaise à la défense ou pas, que ça plaise à la partie civile ou pas, ces décisions doivent être inspirées du droit et non de l'arbitraire et non des influences, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'atteindre le capitaine Moussa Dadis Camara qu'on doit réinventer un droit pénal qui fait fi aux règles scientifiquement et universellement reconnues.
Monsieur le Président, honorables assesseurs, on ne doit pas donner un mauvais exemple et la décision qui sera rendue ne doit pas servir de mauvais précédent. La crédibilité de ce procès se joue à travers l'appréciation de cette question. Je vous remercie.